Le 19h de Public Sénat, toute l'actualité politique et parlementaire. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mardi 14 juin. Examinée aujourd'hui au Sénat, la règle d'or sur l'équilibre budgétaire pourrait ne pas voir le jour avant la présidentielle. Invité de 19h ce soir, le secrétaire national du PS à l'économie est proche de François Hollande, Michel Sapin. Ségolène Royal se fait l'avocate des faucheurs volontaires de culture OGM, emmenés par José Bové, dont le procès s'est tenu aujourd'hui à Poitiers. Signe d'une volonté de changement, en Italie, la nouvelle gifle électorale infligée à Silvio Berlusconi. Mais la gauche y est-elle pour quelque chose? Nous poserons la question à nos invités à la fin de cette édition. L'obstacle du Sénat pour le gouvernement et son projet de loi constitutionnelle instaurant l'équilibre des comptes publics. Mission très délicate aujourd'hui pour François Baroin, qui a tenté de convaincre des élus réticents, bien sûr à gauche, mais également à l'UMP et dans les rangs centristes, réticents à l'idée d'un texte bridant l'initiative parlementaire au nom de la lutte contre les déficits. Marie Brémaud. Opération difficile ce matin pour François Baroin au Sénat. Le ministre du Budget a tenté de convaincre lors des réunions de groupe UMP et centristes les sénateurs de la nécessité d'une règle d'or budgétaire. Ce texte qui vise à inscrire le retour à l'équilibre des comptes publics dans la Constitution. Mais visiblement, au sein de la majorité, les réticences au projet de loi persistent. Je crois que c'est important de faire en sorte que tout le monde soit vertueux, y compris le gouvernement. Et je crois que c'est le sens de la règle d'or. Simplement, ça ne doit pas se faire au détriment de l'initiative parlementaire. L'initiative parlementaire serait sérieusement restreinte. C'est ce que pensent les sénateurs du texte adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. Il sera plus possible dans une proposition de loi d'avoir un dispositif qui a des conséquences budgétaires, y compris pour créer des recettes. Donc on sera dessaisi d'une grande partie de notre rôle de parlementaire et donc ça va totalement à l'encontre de la revalorisation demandée en 2008. Quant à la gauche, elle y voit notamment une manœuvre politique. Pour simplement faire la démonstration que la gauche d'un côté serait laxiste et que de l'autre côté la majorité de droite dans ce pays, elle, serait au contraire guidée par la rigueur. C'est pas ça la réalité des choses. Car si tout le monde s'accorde sur la nécessité de réduire le déficit abyssal de la France, les méthodes pour y parvenir divergent. Nicolas Sarkozy voulait avant le début des vacances faire adopter en Congrès cette règle d'or budgétaire pour notamment assurer de sa bonne volonté à l'Union européenne. Mais le président de la République aujourd'hui voit ce scénario idéal quelque peu s'éloigner. Voilà, et le vote au Sénat doit donc intervenir demain et on l'a dit à l'instant, aucune date n'est avancée pour l'instant pour une éventuelle convocation du Congrès de Versailles ou un vote donc des 3/5 des suffrages est plus qu'hypothétique. Les socialistes de l'Assemblée nationale ont interpellé le ministre du Budget juste avant le vote du collectif prévoyant la suppression du bouclier fiscal et également l'allègement de l'ISF lors des questions au gouvernement. Ils ont brandi des banderoles dénonçant 2 milliards de cadeaux aux riches redevables de l'impôt sur la fortune. Les huissiers sont intervenus. L'exhibition de ce genre de pancarte est en effet interdite dans l'hémicycle. Le texte socialiste en faveur du mariage homosexuel a été rejeté, toujours à l'Assemblée nationale aujourd'hui, par 293 voix contre 222. Quelques députés UMP ont voté pour le texte, comme Franck Riester. Nouvel élément aujourd'hui dans le dossier Bettencourt. Liliane, 88 ans, l'héritière de L'Oréal, à nouveau fâchée avec sa fille, devrait être mise sous curatelle renforcée selon des médecins. Margot Aubriot. Une mise sous curatelle renforcée, c'est ce que préconisent les médecins pour Liliane Bettencourt. Sur les 3 formes de curatelle, c'est la plus extrême. C'est aussi la dernière étape avant la mise sous tutelle. Dans ce régime, le curateur perçoit seul les revenus de la personne protégée et assure le règlement de ses dépenses. Par exemple, acheter une voiture. Elle peut prendre la décision d'acheter une voiture. Mais elle ne peut acheter cette voiture qu'avec le contre-seing, la signature de son curateur. En gros, ça consiste à systématiquement demander l'autorisation pour tout ce qu'on peut faire comme achat ou comme dépense dans la vie. Les 3 médecins ont conclu à une altération conjointe de ses facultés mentales et physiques et la jugent même atteinte d'une maladie cérébrale. Ils ne l'ont pourtant jamais rencontrée et se basent exclusivement sur son dossier médical.
Ce nouvel épisode intervient après un durcissement des rapports mère-fille qui avaient pourtant signé un pacte de non-agression en décembre dernier. L'enjeu est de taille car c'est de l'avenir de L'Oréal dont il est question. Le mandat d'administratrice de Liliane Bettencourt vient en effet d'être renouvelé pour 4 ans. Alors sera-t-elle placée sous curatelle renforcée? La bataille est relancée. C'est maintenant au juge de trancher. Réponse le 20 juin prochain. Le financement de la dépendance, tout autre sujet. L'heure des choix approche, dit aujourd'hui François Fillon, qui exclut une augmentation générale et forte de la CSG. Ségolène Royal, José Bové, même combat. La première, qui préside une région sans OGM, a témoigné en faveur du leader écologiste et de ses co-prévenus, qui ont donc été jugés aujourd'hui à Poitiers pour le saccage de parcelles de culture transgénique. Reportage sur place aujourd'hui pour Public Sénat, Thomas Raguet. Une fois encore, Ségolène Royal se trouve là où on ne l'attendait pas forcément, en défenseur des faucheurs volontaires d'OGM. Il y a le président des 2 assesseurs, le procureur, c'est la salle des assises, donc ils nous ont mis la plus grande salle, donc c'est bien. Donc il y a vraiment de la place pour le débat dans les vont, ils ont pris ça sérieusement. Tutoiement, sourire, sur la route du tribunal entre Royal et Bové règne une certaine complicité affichée. Les faucheurs sont invités à venir. Quelques minutes plus tôt, en conférence de presse, José Bové expliquait pourquoi il avait fait appel à la présidente de la première région à avoir pris un arrêté contre la culture des OGM et d'expliquer que leur présence commune à Poitiers n'a rien de surprenant. Jusqu'à ce que vous posiez la question, on ne s'était même pas posé la question de savoir pourquoi on était légitime à être ensemble. On a mené des combats depuis des années, il y en a un que je n'ai même pas rappelé, c'était pour protéger les fromages au lait cru. C'est un combat qu'on a mené ensemble, on s'est mobilisé dans ta circonscription il y a déjà pas mal d'années, au moins 15 ans. L'occasion pour Ségolène Royal de défendre à nouveau ceux qui ont enfreint la loi. C'est la démonstration que certaines actions sont nécessaires et fonctionnent comme un devoir d'alerte. Qu'en plus, ce devoir d'alerte citoyen, il a été entendu, puisque depuis ces actions, cette OGM, le Mont 810, a été interdite. Après ses apparitions aux côtés de Jean-Pierre Chevènement puis de Nicolas Sarkozy la semaine dernière, le soutien de Ségolène Royal à José Bové serait donc étranger à tout plan média. Il ne reste pas moins un nouvel acte politique pour la candidate à la primaire socialiste. En plein doute sur la capacité de l'OTAN à remplir sa mission en Libye, manque de moyens militaires sur la durée. Alain Juppé confirme aujourd'hui qu'un débat aura lieu au Parlement. Ce sera le 12 juillet sur l'engagement français. Premier invité du 19h, Michel Sapin. Bonsoir Michel Sapin, vous êtes donc le secrétaire national du PS à l'économie et vous êtes également un proche de François Hollande. Vous le soutenez dans sa campagne actuelle des primaires. Après l'Assemblée nationale, donc on l'a vu il y a un instant, le Sénat, votre refus de voter la règle d'or sur l'équilibre budgétaire, est-ce qu'elle ne donne pas, est-ce que ce refus ne donne pas à la droite des arguments pour régler ses comptes avec votre programme et votre laxisme supposé? Si la question était quel débat politicien peut-on faire à partir de cette question importante, effectivement vous auriez raison. Mais ça ne me paraît pas être le plus important. L'important c'est qu'est-ce que l'on fait réellement dans les faits, dans les décisions budgétaires, fiscales, pour réduire le déficit de la France. Ce dont la France a besoin, ce n'est pas d'un débat constitutionnel, c'est pas qu'on inscrive des mots nouveaux, des phrases nouvelles dans la Constitution. Ce dont elle a besoin, c'est qu'on ait une politique nouvelle qui en particulier ne sacrifie pas, comme ça a été fait depuis quelques années, les recettes fiscales au profit de quelques-uns, mais aux dépens de l'équilibre budgétaire. Est-ce que vous espérez aujourd'hui, on a entendu les réticences dans le camp de la majorité ici au Sénat, un vote qui irait dans votre sens? Je ne sais pas ce que fera le Sénat, mais il y a des réticences tout à fait compréhensibles. D'abord en termes de pouvoir parlementaire, que ce soit des députés ou des sénateurs, puisque cette réforme restreint énormément la capacité d'initiative dans le domaine fiscal, en particulier des sénateurs comme des députés. Donc je comprends qu'il y ait des débats autour de cela. Mais la question fondamentale, elle est-ce que c'est un débat qui va aboutir à une vraie réduction des déficits, ou est-ce que c'est simplement un débat pour paraître, un débat pour dire, par exemple, à l'Union européenne ou à la Commission, vous voyez, on est sérieux, on inscrit une règle qui est une règle d'équilibre budgétaire. Ce n'est pas la règle qu'il faut inscrire, c'est la règle qu'il faut respecter dans les faits. Voilà, mais déjà l'inscrire, ça peut être une incitation pour la respecter oui, derrière. Et ça peut être aussi simplement l'inscrire et puis après on laisse couler et on laisse passer. On a trop vu un président de la République disant des grandes phrases avec lesquelles on pouvait être d'accord
et puis ensuite ne plus rien faire. Donc il faut faire et pas seulement parler. Vous citez la Commission européenne, Michel Sapin, justement il y a quelques jours. Elle a appelé la France à de nouveaux efforts pour qu'elle rentre dans les clous en matière de dette et de déficit. On se dit que si alternance il y a en 2012, la tâche sera vraiment très dure pour la gauche. La tâche sera dure. Effectivement, elle sera dure. Elle sera dure d'ailleurs pour tous ceux qui auront le pouvoir à ce moment-là. Et d'ailleurs, la droite repousse à un peu plus tard un certain nombre de décisions difficiles qu'elle devra prendre. Par exemple, des augmentations d'impôts qu'elle devra prendre. Mais toute la question... Vous les assumez, ces augmentations d'impôts. Vous les annoncez clairement. Il vaut mieux assumer une augmentation qui aura lieu en disant sur qui cela pèse, plutôt que de refuser d'en parler et en le faisant payer par tout le monde. Sur qui ? Pas seulement sur les riches. Le gouvernement, le président de la République ont assumé, si je puis dire, depuis 4 ans, 50 milliards de baisse d'impôts. Moi, je pose simplement la question à ceux qui nous écoutent. Est-ce qu'ils en ont bénéficié de ces 50 milliards? Donc ça a été très ciblé, très coûteux, mais très ciblé sur quelques catégories socio-professionnelles, sur quelques entreprises, pas toutes, loin de là. Et ça a coûté horriblement cher. Par exemple, est-ce qu'il était nécessaire que la réforme de l'ATP, une bonne réforme, la réforme de la taxe professionnelle, coûte entre 7 et 10 milliards chaque année au budget de l'État? Je pense que ça n'était pas nécessaire. Est-ce qu'il était nécessaire, urgentissime, dans les conditions d'aujourd'hui, de faire une baisse de la TVA dans la restauration qui coûte chaque année plus de 3 milliards? Donc, vous voyez qu'on peut revenir sur un certain nombre de baisses ciblées d'impôts sans mettre en place une hausse généralisée des impôts. En tous les cas, François Hollande a une autre idée, lui, d'inscription dans la Constitution. Il l'écrit dans Le Monde ce soir. Ça, c'est plus sérieux déjà. Oui, il veut que soit reconnue la démocratie sociale. On dit, alors voilà, ça c'est une mesure qui ne coûte rien. Elle coûte rien, mais elle a des effets sur la procédure parlementaire et donc il est légitime et normal de l'inscrire dans la Constitution. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais l'idée, c'est de faire en sorte que l'on privilégie la négociation sur la décision unilatérale. Oui, les législateurs, Sénat ou l'Assemblée, ont à décider en dernier recours. C'est eux qui sont l'unité de la nation, c'est eux qui font la cohésion sur l'ensemble du territoire national. Mais il faut qu'il y ait une place reconnue à la négociation dans les entreprises, dans les branches, comme au niveau national. Donc, d'abord la négociation et en fonction de ce résultat, la décision prise par le législateur. Est-ce que Jacques Chirac, quand même, n'a pas introduit un peu de confusion dans la candidature de François Hollande en disant « je voterai pour lui » ? Non, il a introduit ce que lui-même a appelé un peu d'humour et au fond, j'appellerais ça plutôt une forme de bon sens qui peut être très partagée par beaucoup de Français. Quand il dit Nicolas Sarkozy, c'est ça que ça voulait dire, Nicolas Sarkozy n'est pas un homme d'État, mais Juppé ou François Hollande sont des hommes d'État, et Juppé il n'est pas candidat, François Hollande il est candidat. C'est inespéré, non, pour un candidat qui n'a jamais occupé de fonction ministérielle? Ça prouve qu'il ne suffit pas d'avoir occupé des fonctions ministérielles pour avoir les qualités d'homme d'État. Et donc il a dit un bon sens. Et l'autre bon sens, c'est qu'il y a plein de Français qui ont voté la dernière fois pour Nicolas Sarkozy et qui ont juré qu'on ne les reprendrait plus. Et là, ils portent leur regard et ils voient François Hollande et ils portent éventuellement une appréciation positive. Quand on regarde quand même les sondages, il y en a plusieurs par jour maintenant, les baromètres de popularité, on s'aperçoit quand même que Martine Aubry rattrape François Hollande. Est-ce qu'elle semble s'imposer selon vous? Enfin, elle rattrape. Il y a un phénomène qui a été massif et compréhensible, l'élimination de Dominique Strauss-Kahn. Et on constate deux choses si on regarde les enquêtes d'opinion. La première, c'est que la gauche n'en a pas pâti. Au contraire, la gauche est presque renforcée. Le désir de gauche est renforcé dans l'opinion. Certains auraient pu penser autrement. Le président de la République s'est précipité en disant « ça y est, c'est fini, la gauche morale, etc. » Non. Le désir d'alternance et le désir de gauche est renforcé. Et puis ensuite, ça fait apparaître qu'il y a deux personnalités qui émergent dans l'opinion, qui sont aussi bien François Hollande, candidat déclaré, que Martine Aubry, qui n'est pas aujourd'hui encore candidate. Peut-être le sera-t-elle, peut-être ne le sera-t-elle pas. Et ce que je remarque simplement, c'est que dans les intentions de vote, qui ne sont que des intentions, qui ne sont que maintenant, dans l'instant d'aujourd'hui, celui qui est en tête, c'est François Hollande. Le sera-t-il encore demain? Je n'en sais rien. C'est la campagne, c'est le mouvement, c'est l'action qui le dira. Donc, alors la troisième qui a décroché, c'est donc Ségolène Royal. On l'a vu aujourd'hui aux côtés de José Bové et des faucheurs volontaires d'OGM. Est-ce que c'est une démarche que vous approuvez? C'est une démarche que je comprends tout à fait. D'abord parce que ça se passait à Poitiers, donc il me paraît normal que se passant à Poitiers, ayant elle-même son siège de conseiller régional à Poitiers, elle y soit présente. Ensuite, c'est un combat qu'elle partage depuis longtemps, et c'est vrai qu'elle s'est battue depuis longtemps pour faire interdire un certain nombre d'OGM. Est-ce que ce sont des méthodes qu'il faut soutenir quand on est un parti de gouvernement? Les OGM qui ont été fauchés, en l'occurrence, et pour lequel une poursuite judiciaire continue, ce sont des OGM qui ont été ensuite interdites.
ça prouve bien que le débat et le combat de départ était un bon combat. Et donc je comprends tout à fait qu'elle participe à cela. À propos des primaires, il y a eu une réunion du Conseil national du PS qui veut éviter une grande confrontation entre les candidats, Michel Sapin. Mais est-ce que vous éviterez le feuilleton du procès de DSK? Vous avez évoqué son élimination, puisque ses avocats ont confirmé aujourd'hui qu'ils allaient enquêter pour défendre leurs clients, donc enquêter sur la femme de chambre. Est-ce qu'on va avoir une confrontation ainsi entre l'homme blanc, riche, puissant, et puis cette pauvre femme noire, mère célibataire? C'est quand même une image embarrassante pour la gauche. Je ne sais pas ce que sera le procès lui-même. En plus, c'est dans des mécanismes que nous ne connaissons pas bien, qui sont les mécanismes américains, où il est légitime de se défendre parce qu'on est profondément attaqué. Donc je comprends tout à fait qu'il y ait un équilibre voulu entre l'attaque et la défense. Non, mais là, nous sommes maintenant sur un autre domaine, un autre sujet. Il y a un homme qui est accusé, il y a une victime qui légitimement défend ses propres intérêts. Il y aura un procès, c'est un procès d'un homme, c'est un procès où une victime respectable doit être respectée pour se défendre. Ça n'est plus du domaine politique. C'est un fait divers et ça n'est rien d'autre. Ça n'est plus du domaine politique. Vous dites ça n'est qu'un fait divers. C'est un fait divers, j'aime pas le terme de fait divers parce que c'est important pour les gens qui sont concernés, mais ça n'est plus du domaine politique. Christine Lagarde, au FMI, vous la soutenez? Non. Non? Très bien, dernière question. Très bien que ce soit une femme, très bien que ce soit une Française, mais je ne pense pas qu'elle mènera la politique que j'aurais souhaité. Dernière question. Le mariage homosexuel proposé par les socialistes a été repoussé à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Le député UMP, Christian Vannest, qui a déjà été condamné dans le passé, a dénoncé une aberration anthropologique. Il a dénoncé les comportements curieux des homosexuels. Que répondez-vous? Il n'y aura jamais une, c'est encore de l'homophobie. Et s'il pouvait être condamné une nouvelle fois, ce serait une bonne chose. Très bien, en tous les cas, ça reviendra en 2012 si oui, il y a mais alternance. Là, on dit toujours la société n'est pas prête. Je pense que la société est prête et la droite aurait pu s'en rendre compte dès maintenant. Merci Michel Sapin d'avoir été avec nous ce soir. Dernière page du 19h, elle va sans doute vous réjouir. L'Italie entre-t-elle dans l'après-Berlusconi? Nouvel échec électoral donc hier pour le président du Conseil italien, après donc les municipales il y a 15 jours. La gifle bis lors d'une série de référendums. Aurélien Romano. Berlusconi avait appelé les Italiens à aller à la plage. Ils ont répondu en allant voter en masse. Contre le nucléaire ou l'immunité du Cavaliere, les résultats sont sans appel, plus de 90% à chaque question. Victoire du oui, une gifle pour Berlusconi, comme le titre La Repubblica ce matin. Ce résultat fragilise le Cavaliere 2 semaines après une lourde défaite au municipal. C'est sur la place de la Bouche de la Vérité que les Romains ont célébré les résultats. C'est une victoire du peuple et seulement ça. C'est un véritable vent de changement. Le référendum a été une belle démonstration de démocratie. Ici en Italie, ça fait vraiment longtemps que ce genre d'événement n'a pas eu lieu. Silvio Berlusconi a perdu le contact avec sa population, son empire médiatique ne suffit plus, sa majorité ne tient qu'à un fil. Les éditorialistes italiens de droite comme de gauche annoncent la fin du Cavaliere. Son mandat court pourtant jusqu'en 2013, mais les voix appelant à sa démission sont de plus en plus nombreuses. Même au sein de son propre parti, Berlusconi est fragilisé par des défections et des luttes de pouvoir. Le parti de Berlusconi est un parti monocratique depuis 17 ans. Ils n'ont pas de mécanisme de choix de successeur puisque le parti, c'est Berlusconi. À 74 ans, l'homme paraît de plus en plus isolé. Sa majorité ne tient qu'à quelques députés attachés à leur fauteuil et à la Ligue du Nord, le parti xénophobe qui dira dimanche s'il continue à le soutenir. Empêtré dans des affaires judiciaires comme le Rubygate, le Cavaliere fera face à un vote de confiance le 22 juin au Parlement. Voilà, c'est là que tout pourrait se jouer. Donc le 22 juin avec nous, Alberto Toscano, bonsoir, journaliste et écrivain italien, et Fabrice Dalmedia, historien. Merci à tous les deux d'être là. Ce désaveu, on l'a vu, a été massif, autant qu'inattendu, non? Non. Le désaveu a été attendu parce que Berlusconi a perdu la confiance des Italiens de plus en plus depuis un an aujourd'hui. Il leur avait demandé d'aller à la plage. Si, il avait dit de ne pas voter parce que le référendum en Italie est nul s'il n'y a pas la participation d'au moins la moitié des ayants droit. Donc, il avait poussé ses supporters à ne pas voter pour... et paradoxalement, des sujets très sérieux comme l'énergie, comme la distribution de l'eau, ont été pris en otage par cette vague populaire d'opposition à Berlusconi. Et aujourd'hui, l'Italie a renoncé à 95% à l'énergie nucléaire. Donc, c'est des problèmes. Alberto Toscano, ça, justement, c'est là la faute politique. La faute politique, c'est faire un référendum pour réintroduire le nucléaire dans un pays qui l'a refusé en 86.
86, rappelez-vous, c'était Tchernobyl. Là, ils réintroduisent la question après Fukushima. Enfin, c'est quand même, d'un point de vue de la lucidité politique, c'est un peu une Vous avez folie. totalement raison. Je dois quand même préciser que le référendum est un référendum fait par l'opposition à Berlusconi pour abroger la loi de Berlusconi qui réintroduisait le nucléaire. Donc le référendum a été voulu par l'opposition. Oui, mais c'est là où lui-même aurait dû... Enfin, la lucidité politique, c'était de ne pas adopter cette loi et de ne pas lancer cette politique. Voilà. Et après Fukushima, de revenir en arrière. Parce que là, c'est un peu la question que je voulais poser à Alberto. Enfin, j'ai une interprétation, mais est-ce qu'il n'a pas l'impression que d'une certaine manière, Berlusconi ne sait plus faire de politique? C'est-à-dire sa grande force. Non, mais pendant 20 ans, cet homme, depuis 1994, a été le vrai champion de la politique italienne. C'est-à-dire que même quand il n'avait pas la majorité, il arrivait à être au pouvoir. C'est quand même extraordinaire. C'est ça, faire de la politique, être fort en politique. Là, on a l'impression, voilà, on a l'impression qu'il sait plus. Je suis d'accord avec vous. Cet homme a perdu certains de ses repères. Et il va avoir 75 ans au mois de septembre. Et il est à la tête d'un parti qui aujourd'hui a la majorité grâce à l'alliance avec la Ligue du Nord. Et j'ai la nette impression que la Ligue du Nord va lâcher Berlusconi et va trouver un accord avec le centre et avec la gauche. Car il se lasse des échecs électoraux de Silvio Berlusconi. Créer un gouvernement de transition qui fasse une nouvelle loi électorale. Parce que la loi électorale italienne a été créée par Berlusconi sur la base de ses propres intérêts. La Ligue du Nord en a marre de Berlusconi. Et l'avenir de l'Italie post-berlusconienne, sera fortement conditionné par la Ligue du Nord. Vous nous dites que l'ancienne extrême droite italienne pourrait s'entendre avec une autre partie de l'échiquier politique? Pourquoi l'ancienne extrême droite? Non, attention, il y avait deux extrêmes droites en Italie. Il y avait la Ligue lombarde, qui est l'extrême droite, disons, populiste. Et puis il y avait le MSI, qui est devenu Alleanza Nazionale, et qui est devenu au fond une droite qui se réclame du gaullisme aujourd'hui. Donc c'est plus l'extrême droite. Gianfranco Fini, qui d'ailleurs est en conflit. L'ancienne. Non, mais la Ligue, parce que la Ligue lombarde reste d'extrême droite. Et c'est cette extrême droite-là qui pourrait, comme elle l'a déjà fait une fois, par populisme, se tourner vers la gauche pour essayer de garder des régions et être au pouvoir. Mais la vraie question, moi, j'ai toujours des questions. C'est l'habitude maintenant. Je vous en poserai une après quand même. Non, mais ce que je me demandais là, c'était si vraiment on était avec un référendum historique, parce que il y a une tradition des grands référendums en Italie. Il y a eu le référendum qui a créé la République. Il y a eu les référendums qui ont changé le système électoral, qui ont débouché sur la nouvelle République italienne, celle avec le fait majoritaire. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est si c'est à nouveau des référendums qui vont tout bouleverser avec un homme que nous, on connaît en France, qui est Di Pietro, le juge Di Pietro, le juge de l'enquête main propre, vous savez, celle qui avait fait tomber la démocratie chrétienne. C'est lui qui est à l'origine de ces référendums-là. C'est lui qui a fait campagne et c'est lui qui a eu la ruse de dire, sur le nucléaire, on dépolitise. On dépolitise, donc tout le monde peut voter contre le nucléaire. Sous-entendu, on s'en servira pas contre Berlusconi. La réalité, c'est qu'après, on dit, ben non, c'est fini, c'est la fin de l'ère Berlusconi. Question. Moi, j'ai une question. Est-ce que la gauche a joué un rôle dans le résultat finalement de ce week-end? La gauche italienne, il paraît qu'elle a décidé d'arrêter le suicide. On verra, parce qu'il y a un penchant suicidaire dans plusieurs gauches européennes, y compris celle de cet heureux pays qui est la France. Et il paraît que la gauche a décidé d'arrêter cette lutte suicidaire à son intérieur et de se rassembler. Mais se rassembler signifie chercher un accord aussi avec le centre. Aujourd'hui, le centre, c'est M. Fini, c'est M. Casini, c'est M. Rutelli, et avec la Ligue du Nord, qui... L'expression extrême droite pour la Ligue du Nord, à mon avis, est inappropriée, dans le sens que la vraie caractéristique de la Ligue du Nord est le lien autonomiste, régional. C'est comme en Catalogne, le régionalisme, l'autonomisme est interprété sur des catégories de gauche. En Italie, en Lombardie, dans la Vénétie, au Piémont, est interprété sur des catégories de droite. Mais l'essence est cet autonomisme. Alors, est-ce qu'on peut avoir un accord tout sauf Berlusconi? À mon avis, oui, c'est possible. On verra donc ça bientôt. Qu'est-ce qui a pesé le plus dans le scrutin d'hier, selon vous? Ce sont les soirées bunga bunga, la panne de l'économie, puisque la croissance est très très faible, ou bien les affaires de justice qui menacent toujours Silvio Berlusconi? Moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'on aimerait bien l'interpréter par la vertu.
dire les Italiens veulent chasser l'homme des affaires sexuelles aussi, etc. Je pense que c'est pas vraiment ça. Je pense que le contexte économique difficile pèse lourd. Je pense de surcroît qu'il y a aussi une lassitude, une forme d'usure, et que les partisans de Berlusconi justement ne se sont pas déplacés. Donc le vote là, il est très déséquilibré parce que ceux qui sont allés voter, le fait d'aller voter était déjà une prise de parti. Donc en fait, si on réfléchit en termes d'équilibre politique dans le pays, c'est pas un si gros déséquilibre à gauche que ça. Ça veut dire qu'on aurait un Berlusconi, si on faisait ça un petit peu à la française, hein, pour une présidentielle, il serait à mon avis entre 47 et 50%. Donc c'est pas une ruine politique telle qu'on nous l'annonce. Non, Berlusconi n'est pas mort, ce n'est pas le coup du chaos. Berlusconi est sur le chemin du déclin. Et ce qui s'est passé le mois dernier, et encore il y a 2 semaines, avec les élections municipales partielles, quand Berlusconi a perdu sa propre ville, Milan. Et ce qui s'est passé avec les référendums, c'est des accélérateurs de ce déclin. Mais pour que le déclin devienne un chaos, il faut que les rivaux de Berlusconi soient capables, en termes politiques, capables de faire politique. De transformer ça. Politique. Alors on a dit... presque comme dans les révolutions arabes, qu'il y avait aussi un côté revanche dans cette affaire-là, des réseaux sociaux sur la mainmise de Silvio Berlusconi sur les grands médias. C'est vrai? Écoutez, en France, on exagère ce temps. Sincèrement, je voudrais voir à la télévision française des émissions comme Anno Zero, comme Ballaro, comme certaines émissions politiques de la télévision publique italienne. Je voudrais les voir. Et bien sûr, il y a un problème par le fait que Berlusconi est propriétaire de 3 chaînes de télévision. Mais il y a d'autres chaînes de télévision, notamment le succès énorme de la 7, la nouvelle chaîne de télévision privée, énorme, qui est très indépendante. Mais contrôle aussi les chaînes publiques. Oui, mais Alberto, l'idée c'est est-ce que les réseaux sociaux ont joué dans le référendum? Et c'est clair qu'il y a eu des mobilisations pour le référendum pour les abrogations. Les réseaux sociaux jouent dans tous les pays où il y a un Internet, où il y a l'électricité et où les gens savent lire. À mon avis, je ne pense pas que ça compense. Et je pense que là où Alberto Toscano a raison, c'est qu'on surestime beaucoup cette idée de l'électeur un peu automate, quoi, qui vote parce qu'il a vu à la télé. Si c'était aussi simple, on aurait des récurrences politiques. Où je verrais à la télévision française des émissions d'opposition courageuse, comme Anno Zero, comme Ballaro, comme l'Infedele et comme certaines émissions de gauche de la télévision italienne, on n'aurait pas. Dans l'année qui vient, justement, année électorale, je ne suis pas sûr qu'Alberto Toscano ait complètement tort. Je pense qu'on aura du mal à avoir des émissions d'opposition. Moi non plus, je ne suis pas sûr d'avoir complètement tort. Merci à tous les deux. Donc, prochain rendez-vous avec les urnes, ça sera... Pour l'instant, rien n'est prévu, mais peut-être qu'il y aura des élections législatives anticipées à l'automne. Peut-être. D'accord. Question du nouvelobs.com, notre partenaire consacré à ce revers électoral de Silvio Berlusconi. Est-ce la fin du système? Vous avez répondu oui à 75%, non à 17% qui pensent encore qu'il peut rebondir, comme ça lui est arrivé déjà à de nombreuses reprises dans le passé. N'est-ce pas, Alberto? Rien n'est impossible en politique. Et en Italie. Ni en Italie, ni en politique. Merci à tous les deux. Prochain journal sur Public Sénat à 22h avec Caroline Delage. Tout de suite sur LCP, Assemblée nationale, un documentaire. Opération Hollywood, les rapports du cinéma américain et du Pentagone. Bonsoir, à demain, 19h et à 18h. D'abord demain, pour Proche par 3, nous recevrons Jean-Pierre Chevènement. L'aventure débute en Angleterre avec la naissance de Louise Brown, premier bébé éprouvette conçu par fécondation in vitro. C'était un espoir extraordinaire pour les gens stériles. Il ne faut pas oublier quand même que au départ, la fécondation in vitro, c'est pour permettre à des personnes stériles d'avoir des enfants. Plus de 30 années se sont écoulées depuis la naissance du premier bébé éprouvette. 30 années pleines d'émotions et de rebondissements. 30 années qui ont bouleversé la science et redonné espoir aux personnes en mal d'enfant. Les bébés de l'amour et de la science. Samedi à 22h sur Public Sénat.